Bonjour à tous et à toutes, je suis en train de commencer à faire mes remontées de bassin pour travailler le bas du dos et l'arrière des cuisses, hein, et un petit peu les fesses et même le devant des cuisses. Je trouve que ça fait travailler. C'est peut-être pas la volonté de cet exercice, hein, mais moi j'ai l'impression que ça me fait aussi travailler cette partie-là. Enfin bref, je fais tout un tas d'exercices, mais quand je fais une vidéo, je peux pas faire autre chose que des exercices de ce type. Puisque si je fais des pullovers par exemple, ça va être difficile de parler en même temps, hein. Ça va finir par être fatigant et je n'aurai pas la force de parler. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, je vais la consacrer finalement, je me mets en position, vous m'excuserez, hein, je me mets en position haute. Alors, il faut bien que ça fasse droit, les fesses bien serrées, et je vais faire des remontées et des baissées de bassin. Alors, je vais la consacrer, cette vidéo, au fait que beaucoup de gens n'osent pas exprimer ce qu'ils pensent réellement de quelque chose, hein. Bon, moi j'ai été dans ce cas, je suis encore dans ce cas, puisque je me dis peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Je suis peut-être insuffisamment cultivé en matière littéraire, en matière musicale, peut-être ne suis-je pas suffisamment sensible, etc. Voilà. Mais au bout d'un moment, comme me disait un prof de psycho, c'était Jean-Marc Montaigne, hein, je ne l'aimais pas tellement, il m'était pénible, mais il avait raison souvent. Il disait, mais autorisez-vous à penser. Et c'est ce que j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, autorisez-vous à penser, tant pis si vous êtes éventuellement dans l'erreur, au moins ce sera votre point de vue. Alors pourquoi je dis ça? C'est que j'ai remarqué que j'étais un des rares sur ces vidéos, notamment sur les pervers, à oser exprimer des choses qui concernent par exemple les tarifs excessifs de certaines personnes, le fait que, là c'est pas très gentil mais je vais le dire quand même, je crois qu'il faut aussi respecter les auditeurs en parlant de façon soutenue, un peu soutenue quand même, un petit peu, sauf si on a une intention autre, et aussi en ne prenant pas le TGV. Parce qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils vont prendre le train après avoir terminé leur vidéo, hein, tellement ils parlent vite. C'est effrayant, hein. Moi j'ai fait une remarque, j'ai pas pu m'en empêcher, je ne le referai pas. Donc ce n'est pas du harcèlement, je le signale parce que c'est quelque chose qui peut apporter à la personne, hein. Bon, je ne suis pas non plus exempt de défauts, donc je n'ai pas trop loin dans mes critiques, c'est pour ça, parce que on pourrait me dire aussi euh, que, euh, euh, que je fais certaines choses de façon inadéquate, ce qui serait vrai, mais il y a quand même des règles de base à respecter. Donc moi j'ose le dire. Alors pareil pour en matière de critique d'opéra. Alors, il y a un compositeur que j'aime énormément, qui s'appelle Richard Strauss. Il a fait par exemple Ariane Naxos dans deux versions, 1912-1916, Le Chevalier à la Rose, Electra, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Daphné, Pénélope, voilà les titres de quelques opéras qu'il a fait, et notamment aussi en 1919 un opéra sur un livret de Hugo von Hofmannsthal. Là je ne suis pas doué pour prononcer l'allemand, hein. La femme sans ombre. Bon. Et hier, avec mon mari, nous avons écouté La femme sans ombre. Alors, d'habitude, j'aime beaucoup Richard Strauss, hein, je dis franchement. Et quand il utilise une technique qui consiste à ne pas faire bien chanter les chanteurs, c'est-à-dire les faire chanter de façon un peu agressive ou peu esthétique à mon sens, et au sens de beaucoup de gens d'ailleurs, hein, il y a une intention, je l'aperçois. Et ça met en valeur notamment les beaux passages qui ressortent magistralement, notamment dans Ariane Anaxos, hein. Il y a vraiment il y a des passages très heurtés qui concernent les gens superficiels et qui finalement ce ne sont pas les passages inspirés du compositeur, notamment le rôle du compositeur dans Ariane Anaxos c'est très important dans le prologue. Et ensuite il y a la partie avec Ariane, hein. Bon, bref. Donc là je comprends et ça met en valeur, met en relief la beauté des autres passages. Et ça je trouve ça formidable, hein. Et là je comprends l'intention de la partie un peu stridente parfois de cet opéra. Mais alors hier, bon, il ne faut pas que j'oublie mes mouvements. Bon, lentement, je remonte. Donc hier, nous avons écouté en plusieurs parties La femme sans ombre, hein. C'est un opéra très très célèbre qui dure très longtemps, qui a une tendance un petit peu wagnérienne, on va dire, hein. Et alors, voilà, il y a le rôle de l'impératrice, c'est une femme donc qui est sans ombre, puisqu'elle n'est pas humaine, et si elle n'acquiert pas une ombre suffisamment
rapidement, son mari sera transformé en pierre. Elle n'aura pas de descendance puisque cette ombre est en relation avec une probable descendance, avec le côté humain, c'est-à-dire la capacité d'avoir des enfants en fait. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu réac, je trouve, cette idée-là. Hein. Bon, enfin bref, ça peut encore aller. Donc c'est un joli conte malgré tout. Et à la fin, évidemment, elle essaie de s'emparer de l'ombre de la teinturière, la femme du teinturier, par l'entremise de la nourrice, de sa nourrice, qui est une femme assez méchante, mais qui aime l'impératrice finalement. Mais finalement, l'impératrice refuse cette ombre, puisqu'elle ne veut pas porter préjudice à quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, ce qui est très, très réussi, hein, qui aurait mérité une splendide musique, elle acquiert directement son ombre. Voilà, vous avez compris, hein. C'est un peu moralisateur, c'est joli, c'est un conte, c'est moral, c'est élevé, c'est simple. Voilà, un beau livret, donc, globalement, je dirais, qui aurait mérité une meilleure musique, il faut le dire, et même si tout le monde prétend que cette musique est somptueuse et formidable, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je ne suis pas d'accord et je me fais souvent taper sur les doigts quand j'ose exprimer un tel point de vue. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Alors, déjà, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle de l'empereur, le rôle de l'impératrice, le rôle de la nourrice, le rôle du teinturier, la femme du teinturier. Il y a 5 grands rôles hein, dans cet opéra, à peu près. Le reste, il y a quelques autres rôles, mais on ne va pas en parler. Alors, le rôle de l'empereur, il comporte quelques très très beaux passages, très courts malheureusement. Il est toujours doux, pensé, inspiré. Le rôle de l'impératrice, je peux faire les mêmes remarques. Peut-être est-il moins réussi que celui de l'empereur. Enfin, non, peut-être avec la fin rattrape les manques qu'elle peut avoir. Il y a le rôle de Barak, le teinturier. Le teinturier, lui, il a un beau rôle également. Il est inspiré, posé, doux. C'est vraiment de la bonne musique sans être exceptionnel non plus à mon sens. Hein. Mais il y a 2 rôles épouvantables, vraiment épouvantables, moi, que je ne supporte pas. C'est le rôle de la femme du teinturier et de la nourrice. C'est strident, elles passent leur temps à crier, à hurler, ça n'a aucun intérêt. Quelques cris bien dosés, ça peut peut-être aller, mais elles font ah, 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 enfin, sans arrêt, on se croirait... je ne sais pas où, c'est épouvantable, c'est d'une nullité absolue. Sur le plan de l'intérêt musical, ça ne vaut rien. Je suis désolé, c'est simplement que soit Monsieur Strauss, pendant qu'il a composé cet opéra, n'était pas inspiré, n'avait pas d'idée musicale, je le dis. Je voudrais bien que ce soit diffusé, cette vidéo, comme ça les gens aigris qui ont besoin de se persuader que c'est un chef-d'œuvre alors qu'ils savent pertinemment que ce n'en est pas un à cause de ces 2 rôles qui sont ratés. Ces 2 rôles seraient mieux travaillés, auraient été inspirés, l'opéra aurait été réussi, hein, c'est dommage. Donc pareil pour la nourrice, un peu moins stridente quand même, il y a quelques beaux passages, mais globalement, elle nous inflige des cris où il n'y a aucune musicalité, aucune idée. C'est des cris qu'on retrouve dans n'importe quel opéra de Wagner, par exemple, c'est pour ça que je n'aime pas tellement Wagner. Et il y a une absence pour moi de musique. Alors, un autre point fort quand même de cet opéra, c'est l'orchestration. Il y a de très très belles idées dans l'orchestration qui ne sont malheureusement pas utilisées pour le chant. Pas toutes, hein, certaines un petit peu, mais pas toutes. Donc, effectivement, c'est un opéra qui n'est pas constitué d'air, comme les opéras traditionnels, un petit peu, on va dire, façon 19e siècle, façon opéra romantique, ou même baroque, hein, au 18e et 17e. Mais quand même. Donc voilà, un opéra qui est malheureusement plutôt raté, ou moyen, on va dire, à cause de 2 partitions, celle surtout de la teinturière, qui est une furie, qui est un personnage désagréable, mais qui ne chante rien de beau, qui n'a pas la notion de la beauté dans l'horreur, hein, puisque regardez l'air qui est si beau dans La Flûte enchantée de la Reine de la Nuit, son premier air, hein, sa première aria avec les 4 contrefa, c'est une personne désagréable qui hurle, mais ça reste esthétique. Et Richard Strauss n'a pas eu d'idée pour ce personnage. Voilà. Et donc je voudrais vraiment diffuser cette vidéo auprès des amateurs d'opéra pour qu'ils me rentrent dedans et que enfin on puisse exprimer ce que personne n'ose dire. Hein. C'est comme dans les habits neufs de l'empereur, personne n'ose dire que l'empereur se balade nu. Ah, il y a quand même un qui a un peu de courage, et là, moi en l'occurrence, c'est moi.
Voilà, j'ai un peu de courage et j'ose dire qu'il y a 2 rôles absolument ratés dans cet opéra. C'est vraiment dommage. Sinon, les autres rôles sont réussis. Bon, il y a quand même 3 rôles de réussis sur 5, hein. C'est déjà ça. Mais tout de même, hein, et il y a une... En fait, les personnages, on peut l'expliquer, la réaction des amateurs, par la théorie de la dissonance cognitive. J'en reviens encore à ça, hein. J'en reviendrai souvent à cette thématique. En fait, ils sont embêtés, ils aiment bien Richard Strauss, ils ont écouté d'autres opéras comme Ariane Naxos, hein, ou un autre qu'ils ont apprécié parce que c'est musical, il y a vraiment de beaux passages inspirés et d'une grande finesse, et ils tombent sur les 2 rôles dont je vous ai parlé de La femme sans ombre. Ils sont consternés, ils arrivent à se persuader, parce que c'est très dissonant, ils sont très mal, ah merde, j'aime Richard Strauss et mon fils il a fait 2 rôles absolument mauvais dans cet opéra où il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée simplement, c'est même pas qu'ils sont mauvais, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas d'idée, et ils n'osent pas se l'avouer. Donc ils se persuadent qu'il est encore meilleur qu'il n'y paraît. Ça, c'est la dissonance qui arrive à expliquer ce phénomène incompréhensible sinon, hein. Il y a eu d'autres choses aussi, hein. Je vous en parlerai par rapport à des films où soi-même on arrive. Moi, j'avais besoin de perfection, d'aimer une chose ou une œuvre d'art d'un bout à l'autre. Quand je me suis rendu compte que certains films étaient bien dans certaines scènes et pas dans d'autres, ça créait en moi une forte dissonance. Je réduisais la dissonance en essayant de trouver de l'intérêt à ces scènes et en me persuadant qu'elles avaient effectivement de l'intérêt, ce qui n'était probablement pas le cas. Voilà, donc ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que très peu de gens s'autorisent à penser. Je ne suis peut-être pas le génie du siècle, mais je suis un des rares sur Terre. Moi j'ai l'impression, parce que je me dis, mais c'est pas possible, quand personne ne pense, personne n'exprime vraiment son point de vue, à oser dire ça, à oser dire que dans La femme sans ombre, cet opéra monté en épingle par tout le monde, et il y a 2 rôles calamiteux qui ne valent rien sur le plan musical. Alors, très bel orchestre, 3 autres bons rôles, mais 2 rôles ratés. Le personnage, ou alors Richard Strauss, avait un excès de misogynie quand il a composé cet opéra, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il nous a infligé des rôles aussi calamiteux et pourquoi il met à si rude épreuve nos pauvres oreilles. Nous n'avons pas besoin de ça. Et voilà. Et donc j'aimerais vraiment... Enfin, j'ai l'impression que je n'écoute pas toutes les vidéos de la Terre, évidemment. J'ai l'impression que je suis le seul à oser dire les choses. Enfin, je comprends pas, moi, ça me sidère de voir ça. Je le dis aussi quand c'est bien. Bon, après, moi, j'ai mes limites aussi, hein. Admettre que quelque chose que j'ai admiré pendant longtemps n'est pas si bon que ça, c'est vrai que ça me pose aussi problème parce que ces choses renvoient à des bons souvenirs, à des moments agréables, et entre-temps j'ai évolué et je n'aime plus ce que j'ai aimé auparavant. Bon voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, très importante pour moi, et je trouve c'est bien d'ailleurs de la faire sur fond de ciel, ça atténue le côté acariâtre un petit peu de mes propos. Mais je crois qu'il faut que vraiment, grâce à Internet, il n'y a plus la pensée unique. Et pourtant, elle se perpétue sur certaines œuvres. Il y a des choses intouchables. Il y a des gens qui sont intouchables. On sait qu'ils ne sont pas bons acteurs, souvent qu'ils ne sont pas très bons, qui jouent dans des films pas très bons, mais on se persuade, on est obligé de se dire que c'est bon. Je pense par exemple, tiens, on a vu dernièrement Sur les quais d'Elia Kazan, de ce film n'est pas très bon. Je suis désolé, hein, enfin... Marlon Brando n'est pas si beau que ça, hein. Il a été surpassé déjà sur le plan de la beauté, et je trouve pas extraordinaire ce film, hein. Il n'est pas mauvais non plus, hein. Faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, voilà. Mais je crois que c'est vrai qu'on brise des rêves, on brise ses propres rêves en émettant de tels points de vue, mais il faut les émettre au bout d'un moment. Et se dire que finalement, la perfection n'existe pas, et que si même il y a un rôle qui nous plaît dans un opéra, ou une scène qui nous plaît dans un film, c'est déjà peut-être beaucoup. C'est déjà pas mal, c'est ça. Je crois que c'est ça la base du problème aussi, hein. Et dans La femme sans ombre, il y a des rôles qui me plaisent. 3 rôles sur 5, c'est déjà pas mal. Mais ces 2 rôles, je vous dis, mais gâchent complètement l'opéra. Il est par terre, hein, cet opéra, à cause de ça. Et je ne reconnais pas le Richard Strauss que j'ai aimé dans d'autres œuvres. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mes récriminations, mais elles sont importantes, non seulement par rapport à l'idée
spécifiques qui concernent cet opéra, mais aussi par rapport à la capacité que nous avons de penser à émettre des points de vue, sans évidemment essayer de blesser les gens, mais là Richard Strauss, il est décédé. On peut blesser des amateurs qui se seront persuadés eux-mêmes que l'opéra était excellent alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Bonne journée et à bientôt, je vais continuer mes mouvements. Et ensuite, j'irai poursuivre la rédaction d'un livre. Au revoir.